Chanson de Lille. Poreo porcelaine. Poreo, poreo. Noroto ete mete. Mauena te fe. Amuya te fe. Poreo, poreo. Noroto ete mete. Mauena te fe. Amuya te fe. Anapa. Napa mai. Toro e apuiti e anapa napa mai toro e apuiti e porcelaine, porcelaine, tu vis dans la mer, tu es le repas du poulpe, tu es mangé par le poulpe, elle brille bien, ta coquille, ta coquille. Partie 3. Le continent. Allez, c'est parti, dit Janek, en posant son pied sur la passerelle. À nous, ce nouveau monde. Nani et Semeyo, n'oubliez pas ce dont nous avons parlé. Nous sommes tous les mêmes au fond. Malgré les différences apparentes, nous descendons d'une même mère. Et, le cœur rempli d'inquiétude, il s'apprête à quitter le bateau. Et telle l'arche de Noé, le paquebot déverse son chargement de milliers d'âmes. Des hommes, des femmes et des enfants au visage défait et au regard un peu hagard. Ils n'ont pas vraiment encore réalisé ce qui leur arrive. Ils ont perdu leur repère. Tout a été si soudain. Une escouade les attend sur les quais. Des policiers, des gens avec des brassards. « Par là !» disent-ils en leur balisant un chemin vers des hangars. Et les hommes en rang avancent. Les bébés sont portés. Les enfants sont tirés par la main. Et la queue n'en finit pas de s'allonger. On dirait une armée qui se rend. Ils n'ont pas perdu la guerre, mais un autre type de combat. Et ils avancent, de l'autre côté de la mer, à l'endroit où celle-ci les a échoués. Dans les hangars, des personnes représentant des associations humanitaires leur sourient derrière des tables. À cause d'un problème de langue, la communication passe mal. Les familles sont comptées et triées. On ne recense pas encore leurs noms, ils retrouveront leurs identités plus tard. Pour l'instant, c'est l'anonymat. On leur distribue de la nourriture, des vêtements et des couvertures de survie. Car le ciel uni au flot les a posés sous une autre latitude et c'est le mois de février. Nani et Semeyo se retrouvent donc enveloppés dans des manteaux. Et Laï, petit crabe habitué à s'ébattre nu au soleil, disparaît dans une chaude combinaison. Des lieux ont été réquisitionnés pour installer momentanément les sinistrés. Quelques chambres d'hôtel pour les familles ayant de jeunes nourrissons, des gymnases pour les autres et un collège désaffecté. On les y emmène, ils ont peu d'informations. Ils prennent possession des bâtiments froids. Les jours suivants s'égrènent doucement. Les Iliens s'installent au mieux dans leur campement et attendent. Si pour l'instant ils sont ensemble, ils savent que ça ne va pas durer. Il n'y a plus de grands espaces qui seront encore inhabités sur la terre où on pourrait les loger. Ils ne pourront pas rester en communauté. Comme des grains semés au vent, leur peuple sera bientôt éparpillé. Parfois, des gens débarquent au milieu d'eux et les prennent en photo ou les filment avec des caméras. Parfois, un riverain ému par leur sort leur apporte des couvertures et, pour les enfants, des jouets.
Des curieux s'arrêtent aussi pour les regarder. Certains s'en méfient. Ceux qui n'ont plus rien effraient souvent les mieux lotis. Qui sait, ils pourraient avoir envie de les voler. Et ce débordement de personnes complètement démunies fait désordre dans la ville. Alors, si les gens du continent conviennent qu'il fallait les accueillir, ils ont hâte qu'ils soient partis. Sinon, on leur a distribué des vivres et on a mis à leur disposition du matériel pour cuisiner. À la guerre comme à la guerre, ils font des feux pour se réchauffer. Les grands s'occupent des petits et les moyens se prennent en charge. Les cours de récréation du collège sont rapidement investis, ainsi que, dans les gymnases, les poutres et les espaliers. Les enfants dénichent aussi quelques craies et dessinent sur les tableaux noirs. Les hommes se regroupent pour discuter. Ils font des suppositions sur l'avenir et tirent des plans sur la comète. Car l'inconnu imaginé en silence ouvre les portes à la peur. Et, pour s'apaiser, à un moment ou à un autre, ils reparlent toujours de l'île. Elle est à la fois si loin et si près, car elle est imprimée en eux. Ils s'en bercent dès qu'ils ont les yeux fermés. Ces vagues lécheront toujours leurs rêves et leurs souvenirs, ainsi que les cris de ces oiseaux et le chant du vent dans ces feuilles. Les représentants des associations humanitaires qui leur ont apporté de quoi manger viennent quotidiennement les visiter. Un jour, ils leur demandent qui préfère vivre à la ville et qui préfère la campagne. Et famille après famille, des dossiers sont montés. Il faut prendre en compte les métiers des parents, ou au moins leurs capacités, et noter la présence ou non d'enfants, et leurs âges s'il faut les scolariser. Et des cellules de soins sont ouvertes, car pendant la traversée, de nombreux Iliens ont pris froid. « J'ai faim, maman, dit Nani. Je mangerai même des ignames. »« Des ignames ? À la bonne heure !» s'exclame Yumi. « Mo serait tellement contente de le savoir. » Qu'est-ce qu'on n'aura pas dû faire pour qu'enfin tu les apprécies ? Puis, s'accroupissant devant sa fille, « Nous avons tous faim, ma chérie. Nos poissons à la chair tendre nous manquent. Mais, s'il te plaît, demande à ton ventre de patienter encore un peu. Tout le monde fait ce qu'il peut ici, et il n'y a pas de bureau des plaintes. » Et comme Nani hausse les épaules pour signifier qu'elle comprend, Yumi est prise d'une grande envie de pleurer. Mais elle ravale ses larmes et, allumant une bougie dans le temple de son cœur, elle s'agenouille et change les paroles de l'ancienne prière. « Merci, Dieu du ciel, pour le bateau qui est venu nous chercher. Merci d'avoir préservé notre petite famille au complet. Merci pour ces méyots que tu nous as envoyés. À deux, on est plus fort que seul. Ce sera plus simple pour Nani de se sentir accompagnée. Merci aussi pour Moho et Ipa, sur lesquels tu es sûrement en train de veiller. Merci pour Pai et Monora, que tu nous as permis de retrouver. Et merci pour la suite que tu prévois pour nous. » Et, sa confiance restaurée, elle propose un café chaud aux enfants. Avec très peu de café, mais beaucoup de sucre et du lait. Nani et ses médios sont d'accord. Lettre numéro 9. Lue cachée sous un escalier, dans une école désaffectée remplie de gens exilés en attente d'être relogés, en sirotant un verre de café au lait. Manani, mon séméyo, cette lettre est à lire à votre arrivée sur le continent, quand vous serez en attente quelque part, un peu perdu dans le vide, car aucun lien entre vous et le continent n'aura encore été tissé. Et la suivante sera à lire quand vous partirez vers un endroit pour vous établir. Mais, pour l'instant, patience, vous êtes dans un lieu d'attente dans lequel il n'y a sans doute aucun confort, un peu les uns sur les autres, et vous vous demandez ce qui va vous arriver. Ma chérie, tu peux faire venir à toi tout ce dont tu as besoin, mais pas en pleurant, pas en revendiquant, pas en ronchonnant, en prenant ton courage à deux mains et en affrontant tes limites. C'est-à-dire en t'asseyant là où tu crois que ta vie s'est arrêtée et en lui faisant confiance. En attendant, en écoutant, en respirant, en chantant éventuellement. La vie est ta meilleure amie, Nani. La vie veut que tu vives. Et pour t'y pousser, elle a beaucoup de tours dans son sac. D'ailleurs, parfois, elle a recours à la magie. Tu verras, si tu suis cette règle-là, quelque chose d'extraordinaire se passera qui ouvrira la porte à l'espoir. Mais que voilà une leçon difficile à faire comprendre à ma petite fille de 8 ans et demi. Laisse-moi te l'illustrer en reprenant mon histoire. Donc,
J'avais 10 ans quand la voiture que mon père conduisait a basculé dans un ravin. Mes parents ont été tués sur le coup, ainsi que mes jambes et ma joie de vivre. J'étais immobilisée. Je refusais tout ce qui était arrivé et j'étais odieux avec mon oncle Harou, le frère aîné de mon père, qui, à la suite de la disparition de mes parents, avait décidé de m'adopter. Refusant de continuer à vivre, je repoussais son affection, sa nourriture, son aide. Je le harponnais avec des mots méchants chaque fois qu'il m'approchait. J'étais plus teigneux qu'un porc-épic et je pleurais toutes les nuits. J'avais sombré au fond de l'océan infini, dans les abysses où n'arrive pas le soleil. J'appelais la mort, je voulais qu'elle me saisisse. Mais par chance, mon oncle Harou n'était pas d'accord, et si j'étais porc-épic, lui avait la patience et la ténacité des pécans. Ces martres qui arrivent à attraper les porcs-épics et à venir à bout de leur piquant. Donc, un matin où je broyais du noir, il me proposa une sortie dans les montagnes de l'île et, comme je refusais de me changer les idées, il m'empoigna de force et m'attacha dans sa voiture malgré mes hurlements. Contraint, puisque mes jambes ne me permettaient plus de m'enfuir, j'acceptais alors son pique-nique à condition qu'il ait lieu au-dessus du ravin qui m'avait ravi ma famille. J'ignorais de quelle façon j'allais me venger, mais je voulais affronter ce trou dans la terre. Je voulais le défier dans un combat singulier. Peut-être avais-je envie de m'y jeter. En tout cas, je prévoyais de l'insulter, et ça promettait d'être grossier. J'en avais gros sur le cœur. L'oncle Harou hésita, puis accepta, et on partit avec un plein panier de victuailles. Parvenu à l'endroit fatidique, il m'assit à quelques mètres du ravin, mais je voulais être plus près. Tête de lard, je réussis à me traîner, et, alors qu'il essayait de m'appâter avec son cochon grillé, je sentis monter en moi un immense silence singulier. Était-ce l'âme de mes parents qui était là ? Je ne sais pas, mais dans l'espace de ce silence, j'entendis gémir au loin, et tout en moi se figea. Je cessai aussitôt de respirer, puis je questionnai Harou. « Mon oncle, n'entends-tu pas des plaintes ?» Il rétorqua. « Ce sont les tiennes. » J'insistais. « Je t'assure, écoute, il y a quelqu'un qui appelle. » Il vint s'asseoir près de moi. Lui n'entendait rien. Je le suppliais de descendre. Un doute le prit, il réfléchit. « Que me donneras-tu en échange ?» Et il ajouta, « Vu la pente, je te préviens, il faut que ça vaille le coup. » Je lui promis alors de déposer mes épines. À compter de cet instant, je ne serai plus porc-épic. Il me toisa et vit que je disais vrai. L'oncle Harou trimbalait toujours une très longue corde dans sa voiture. Vu le nombre de ravins qu'il y avait dans l'île, il estimait que c'était un outil indispensable. Il la noua au pare-choc de son véhicule et, accroché à elle, descendit. Les pierres roulaient sous ses pieds, j'avais le cœur suspendu. Il remonta plus tard avec quelque chose contre son flanc, sous sa chemise, que je ne vis pas tout de suite. C'était un chiot adorable. Pauvre petit, ses 4 pattes étaient brisées. Il ne pouvait pas bouger. Dans l'instant, mon cœur bondit vers lui. Je quittai d'un coup les abysses. Tu connais la suite, Nani. Je le nommai Kousmine. Il devint mon ami, mon frère. Je le soignais en chantant pour lui et, des heures durant, le caressais sur mon cœur. Je l'aimais plus que moi-même et cet amour me soigna. Un mois plus tard, Kousmine courait à nouveau partout comme un fou et mon cœur le suivait. Il était devenu le prolongement de moi-même. Grâce à lui, je recourais en pensée. J'avais retrouvé le goût de vivre. Certaines personnes au village affirmèrent que ce chien m'était tombé du ciel. Ils avaient peut-être raison à ceci près que le ciel est en nous, Nani. Et si on a besoin de son aide, il faut le forcer un peu. C'est-à-dire ne pas se rouler en boule dans sa peine, quitter le centre de sa tristesse et s'asseoir, le cœur patient au bord des yeux, là où on pense que les choses se sont arrêtées. Car la vie ne s'arrête jamais. Elle est partout autour de soi si tu te laisses attraper. Tu ne le sais pas encore, mais tu es très puissante, Nani. Tu as le pouvoir de forcer l'amour. Ipa et Ipamano. La lettre terminée, 1 heure plus tard, les 2 enfants s'assoient le long de la grille de la cour du collège dans laquelle ils sont enfermés.
La suite de leur vie les tracasse. Comment être heureux sans l'île? Que vont-ils devenir? Dans quel monde sont-ils tombés? Les apercevant devant la fenêtre d'une classe, Monora les rejoint. « Pouvez-vous garder l'ail un moment ?» « Bien sûr, répond Nanny en empoignant le petit crabe et en l'accrochant à la grille. Et tandis que la maman s'éloigne, la fillette s'installe derrière lui et commence à chanter. Poreo, poreo, noroto ete mete, maoena te fe, amuia hoe te fe, poreo, poreo. Et Semeyo lui emboîte la voix. Petit duo chantant la mer, petit duo chantant l'île, entouré de beaux poissons. De l'autre côté de la grille, à quelques mètres d'eux, mais les enfants ne l'ont pas vu, une femme les regarde intriguée. Anapa, napa mai, toro e apuitie. Anapa, napa mai, toro e apuitie. Elle ne comprend pas un seul mot de ce qu'elle entend, mais son cœur s'ouvre en grand, comme un chant, et reçoit en bloc les enfants. Ils sont pâles, se dit-elle. Par quel enfer sont-ils passés? Leurs petits yeux sont cernés. Et, sans faire le détour par l'ancêtre commune née il y a 200 000 ans en Afrique, la mère de tous, la petite maman qui était noire, elle se sent vibrer d'amour et de fraternité. Rentrée chez elle, elle ameute les autres mamans du quartier. Elle s'appelle Fatia. Elle aussi, la France l'a accueillie quand elle était enfant, il y a de nombreuses années. 300 repas pour ceux qui sont dans cette école. En nous y mettant toutes, ce n'est pas très compliqué. Il suffit que nous soyons 30 et que chacune de nous cuisine pour 10. Son enthousiasme se transmet. D'appartement en appartement, comme des grappins qu'on jette, les téléphones se mettent à sonner. Ce sont les liens qui commencent à se fabriquer. Des enfants qui ont faim, juste là à notre porte, reprend Lise, une de ses amies, nous ne pouvons l'accepter. Les amis de Fatia réagissent comme Fatia, et les amis des amis de Fatia aussi. Le lendemain, des odeurs de cuisine se répandent dans les appartements, et, selon les spécialités de chacune, différents plats sont préparés. À midi, une armée de casseroles se présente en rang à la grille du collège. Derrière ces casseroles, des femmes souriantes avec des manies aux mains. Ce sont les rois mages en personne, les reines mages. Dommage que les caméras ne soient pas là pour les filmer. Alors, la grille de l'école s'ouvre en grand et, s'écartant sur leur passage, les Iliens surpris leur font une raie d'honneur. Rapidement, 300 personnes mangent sans parler, sauf Yomi, qui n'arrête pas. C'est si bon pour elle de voir Nanny et Semeyo engouffrer de la viande, du riz en sauce, des légumes, tels 2 petits lions affamés. Alors, dans la langue de l'île, elle remercie et remercie. « De rien, lui répond Fatia en la comprenant par geste. « De rien, c'est normal. » Et elle lui dit de manger. Merveilleuse journée à marquer d'une croix blanche sur le calendrier ou à gravier dans la pierre pour ne jamais l'oublier. Le soir, les Iliens se couchent le ventre plein et avec du baume au cœur. Certes, ils ont dû quitter leur terre natale, Fénois, et leur cœur est en berne. Mais Tera, le soleil brille partout et, où qu'on soit, la vie ne demande qu'à chanter.